Grigny, la fabrique de la banlieue de Pierre Puchot. Comment l'avenir de quartiers entiers de communes du pays a été déterminé par des constructions pas toujours adaptées et parfois l'œuvre d'architectes peut-être un peu hors sol. Comment sommes-nous passés de l'utopie au cauchemar ? Parfois, on va se poser cette question avec nos invités. Marc-Philippe Daubresse, bienvenue. Vous êtes sénateur LR du Nord, vice-président de la Commission des lois, ancien secrétaire d'État chargé du logement, ancien ministre délégué au logement et à la ville, co-rapporteur avec Mickaël Cosson du rapport parlementaire sur le statut du bailleur privé remis en juin dernier. Nora Hamadi, bienvenue à vous également, journaliste et présentatrice de la revue de presse matinale de France Inter, autrice de ce livre, La Maison des rêves, paru chez Flammarion, un livre qui traite de l'histoire collective des quartiers populaires. Et je précise que vous êtes une ancienne journaliste de Public Sénat et que vous avez vous-même présenté cette émission, Un monde en doc. Marion Valère, bienvenue à vous également. Vous êtes urbaniste et philosophe, directrice générale du Pavillon de l'Arsenal, premier centre européen d'architecture et d'urbanisme. Et vous êtes ancienne candidate à la primaire socialiste à la mairie de Paris. Pour être tout à fait transparente, nous attendions également sur ce plateau Catherine Arenou, qui est maire d'hiver droite de Chanteloup-les-Vignes. Elle n'a pas pu venir à cause des raisons climatiques. Merci en tout cas à tous les trois d'être ici. Le réalisateur a un point de vue très fort, très assumé. Il annonce la couleur dès le début du film. Il parle pour la grande borne de Grigny d'urbanisme autoritaire, d'État coupable et de promoteurs cupides. Les accusations sont lourdes et j'aimerais qu'on y réponde ici. Grigny et l'histoire de la grande borne, Marc-Philippe Daubresse, ont-elles été victimes d'un urbanisme autoritaire, d'un État coupable et d'un promoteur cupide ? Écoutez, j'ai regardé ce film, j'ai eu l'impression d'être dans un film 20 ans après, parce que moi, il y a 20 ans, j'ai été sur un même plateau comme ici, avec Serge Moati qui avait fait un sur PR Doc, ça concernait Creil, c'était pas Grigny, mais avec quasiment les mêmes problématiques, et notamment la question qui est soulevée des copropriétés dégradées, qui amène une paupérisation des marchands de sommeil, tout un trafic qui s'installe dans une cité comme Grigny, que je connais bien. Donc, je dirais, le film, je ne dis pas qu'il est faux, je dis qu'il pêche par omission. C'est-à-dire qu'il manque une séquence. Ce que je trouve dommage dans ce film, c'est qu'on vous redonne une image dramatique qui n'est pas erronée, mais qu'il y a eu dans cette cité une espérance, un espoir qui renaissait à un moment. Le film le dit, il parle d'utopie quand même, il parle de rêve, mais qui a tourné au cauchemar, qui aurait tourné au cauchemar. L'école, ce qu'on appelait l'école d'Athènes en architecture, qui était un modèle qui voulait absolument faire des grands ensembles dans les années 70, évidemment n'est plus du tout adapté à la réalité. Évidemment que l'État a une forme de culpabilité parce qu'il a tardé à reconnaître les choses, mais excusez-moi, vous me connaissez, moi je fais partie de ce qu'on appelait les baobabs, la boîte à outils de la bande à Borloo, l'Archer à l'emploi, Daubresse au logement et quelques autres, et Jean-Louis à la cohésion sociale. Et on a vraiment, je vous assure, moi j'ai fait 80 quartiers à l'époque, il y en a à peu près 1200 aujourd'hui, quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est à peu près 6 millions de personnes qui se sentent délaissées, qui se sentent abandonnées, qui se sentent reléguées, avec toutes les dérives on en parlera. Mais donc, quelque part, ces personnes, elles ont eu un moment un espoir. Et on arrivait à créer quelque chose en partant du bas, de la proximité, un plan pour faire autre chose que de la reconstruction ou de la rénovation. Il faut faire de la reconstruction. Alors, on viendra humaine. Aux solutions et à la suite. Le sujet, en 2 mots, on a fait la rénovation urbaine avec beaucoup d'argent. On a à peu près réussi. Et on a loupé la reconstruction humaine parce que ça s'est arrêté là. Parce que le rêve et l'utopie, le réalisateur en parle. Il nous dit juste que ça a mal tourné, que ça a viré au cauchemar. Nora Hamadi, est-ce que c'est un peu trop à charge ? Est-ce que c'est réel ? En ce qui concerne Grigny, la particularité, c'est qu'effectivement, il y a eu un opérateur et ça a été Bouygues. Ça n'a pas été le cas, en fait, dans toutes les banlieues françaises. D'accord. Et on ne peut pas extraire de l'histoire de Grigny une universalité qui concerne, en fait, tous les quartiers de France, premièrement. L'État n'est pas responsable partout. L'État a mis en place des ZUP dans certains coins de France. Zone urbaine prioritaire ? Donc, zone à urbaniser en priorité, effectivement, qui a conduit, en fait, à une nécessité qui est aussi énoncée au début du documentaire, c'est qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale et on est dans un état d'indignité du logement en France, avec les bidonvilles, avec, souvenez-vous, 1954, l'appel de l'abbé Pierre, qui donnent à entendre une crise du logement qu'il faut absolument résorber. Et les grands ensembles à l'époque, sachant qu'on est aussi au sortir de la guerre d'Algérie, il faut reloger les rapatriés. Donc il y a une urgence. Cette question est
c'est une urgence absolue. D'accord. C'est une urgence absolue, ce qui fait dire que quand on replonge dans les rapports de l'époque, et moi je l'ai fait avec ma cité d'enfance, on sait dès les années 60 qu'on est en train de construire une bombe sociale. On le sait. On le sait dès les années 68 qu'il y aura le problème des grands ensembles. Parce qu'on a construit des villes sur la ville, dans des espaces qui sont déjà relégués, qui n'ont pas de lien avec la ville-centre, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de commerce, dont les infrastructures, les équipements n'ont pas été produits. Donc la question, en fait, elle n'est pas est-ce que l'État est coupable, est-ce que ce sont des histoires liées, en fait, à des urbanistes ou à des architectes qui auraient péché. La question, c'est comment est-ce qu'on gère l'urgence d'une situation sociale dramatique, sachant qu'on est déjà en train, et à l'époque, l'État, la plupart des grands commis de l'État qui produisent des rapports ont déjà conscience qu'on est en train de mettre le doigt dans quelque chose qui finira par devenir problématique. Donc, tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Il y a, moi, dans ma ville d'enfance, ce n'est pas l'État, ce n'est pas une ZUP, c'est un maire qui décide seul de créer un grand ensemble qui représentera 10 000 habitants. Il multipliera par 2 la ville. Dès 1967, il y a un rapport qui dit « La ville n'est pas en capacité de gérer autant de population ». Voilà. Sur le plan architectural, sur le plan de l'urbanisme, est-ce qu'on est dans l'aberration ? Je veux dire, le documentaire nous donne l'impression qu'effectivement, on a conçu des bâtiments qui n'allaient pas pouvoir affronter l'hiver avec des infiltrations partout, des matériaux de très mauvaise qualité. Est-ce que c'est une aberration, ces grands ensembles, fin des années 60, début des années 70 ? Vous savez, l'urbanisme n'est rien sans la politique. Et ce que montre ce documentaire, c'est qu'on peut avoir des utopies urbaines si on n'a pas les services publics qui suivent, si on n'a pas, comme vous le disiez, des commerces, une vraie vie locale autour. Un bâtiment, il ne peut rien tout seul. Il peut être beau, il peut être bien conçu, ça ne marchera pas. Pour autant, là, dans ce qui est montré dans le documentaire, il y a aussi des problèmes architecturaux et urbains dus à des montages, dus au secteur privé aussi qui a mal fait et qui a aussi mal rénové parfois. C'est ça qui est terrible quand on voit le documentaire. Mais vraiment, j'insiste, l'architecture, ce n'est pas quelque chose d'hors sol. Il n'y a jamais un bâtiment qui a réglé tous les problèmes du monde. C'est une question d'investissement. Mais là, c'est même pas réglé, c'est créer des problèmes. Et parfois, cela crée des problèmes, mais je pense que dans toute utopie urbaine, il y a des choses aussi à retenir. Et on le voit dans Grigny 2, dans le documentaire, il y a des choses qui fonctionnent aussi. Il y a un environnement qui est même assez bucolique, qu'on peut réutiliser aujourd'hui. Et la question, c'est comment on part de cet existant, des atouts du territoire pour réparer. Ce terme de réparation, il est hyper important aujourd'hui. Il y a un devoir de réparation et non pas de démolition. Il y a l'historienne Elisabeth de Roland qui raconte comment Émile Aillot, qui est donc l'architecte de la Grande Borne à Grigny, voulait créer des possibilités d'égarement. Je la cite, « Il voulait qu'on se perde dans le quartier, créer des ambiances. Ce qu'il désirait, c'était qu'on se repère grâce aux œuvres d'art, comme l'escargot dans la plaine centrale ou les pigeons place de la Treille. » Alors, c'est très bien de mettre de la poésie dans la construction, dans l'architecture, dans les grands ensembles, mais est-ce que là, on n'était pas face, et je ne veux pas crier haro sur cet architecte, mais est-ce qu'il n'était pas complètement hors sol ? Est-ce qu'on n'a pas laissé place à une utopie mais en fait, toute ville, alors je parle sous votre contrôle, mais toute ville s'est construite sur une dimension utopique. Aujourd'hui, on revient, quand on réinterroge un peu l'utopie des villes nouvelles, alors Évry-Courcouronnes, qui est d'ailleurs voisine de Grigny, ou Bobigny dans une certaine mesure, ce sont des villes qui ont été construites en disant, voilà, c'est l'utopie des dalles. Il fallait que les enfants et les humains soient pas au même niveau que les voitures. Et à l'époque, en fait, au début, ça a été quelque chose en fait d'absolument fantastique, puisque c'était laisser la possibilité à l'onirique de s'installer, c'était laisser la piétonisation en fait à l'heure dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, finalement, c'est plutôt une bonne chose. Finalement, avec les années et la question sociale qui a percuté ces espaces utopiques, la question, c'est pas le bâti, c'est pas la dalle, c'est pas spécifiquement, en fait, est-ce que vous avez un escargot ou est-ce que vous êtes dans le quartier des poètes, comme à Chanteloup-les-Vignes, par exemple. C'est... qui habite et comment vous habitez les lieux. Parce que ces dalles, en fait, selon les espaces dans lesquels vous êtes, elles sont devenues des espaces qui ont fait émerger du trafic de drogue. Mais le trafic de drogue, aujourd'hui, il n'est pas l'apanage des dalles. Et on est en train de casser les dalles partout, que ce soit à Bobigny, que ce soit dans une certaine mesure à Évry ou dans d'autres villes. La question, en fait, c'est la question sociale. C'est-à-dire que le bâtiment n'est rien. C'est qui habite, comment vous l'habitez et comment vous créez du lien autour de ces espaces. Et on va y revenir, bien sûr. Marc-Philippe
Daubresse, quand même, sur ce point, cet architecte. Écoutez, j'ai retrouvé une interview pour votre émission que j'ai faite il y a 15 ans. Excusez-moi de faire un dinosaure. Ben non, c'est bien. Il y a les éléphants et les dinosaures. Hein, bon. Mais j'étais ministre de la Jeunesse à l'époque. Et on avait le même problème, parce que, vous vous souvenez, les révoltes d'automne 2010. Bon. Et j'expliquais que chaque fois qu'on était avec mon ami Borloo en visite dans un quartier, d'abord, quand on allait en visite dans un quartier, on disait, vous dégagez la cour, là, le préfet, tous les services et les machins, on a l'impression d'une procession avec Louis XIV en tête, qui se balade dans les quartiers. Nous, on allait avec nos anoraks, on s'asseyait en bas d'un pied d'immeuble, puis on attendait, puis les jeunes venaient, on causait. Puis on revenait le soir, on disait à nos énarques, je ne suis pas très copain avec les énarques, hein, avec nos énarques de service, vous savez, le plan qu'on a, non, on va revoir autrement. Et en fait, à chaque fois, à chaque étape, on disait, il n'y a pas de réussite de la rénovation urbaine sans reconstruction humaine. Il y a la question que vous évoquez à juste titre, et vous aussi, de la mobilité, enfin de l'enfermement sur soi. Le fait qu'au contraire, il faut créer des passerelles avec la ville, qu'au contraire, il faut créer des lieux. Moi, dans ma ville, j'ai une petite... moins grave que Grigny, bien sûr, j'ai une petite zone d'HLM, et on a fait une médiathèque où j'ai fait venir les deux populations. On l'a créé à un endroit donné. Ouais. J'ai eu d'une partie de ma population, on va aller au Paco, vous vous rendez compte, etc. Et en fait, après, tout le monde est venu, parce qu'il faut créer des lieux de rencontre, il faut créer des lieux de partage, il faut mobiliser des questions pour l'emploi. Ces quartiers, ils sont... avec un taux de paupérisation majeur qui continue de se dégrader parce qu'il y a de plus en plus d'immigration qui arrive. Et quelque part, on n'a pas eu de politique de l'emploi dynamique sur tout ça. Et il y a une politique de la mobilité, etc. Donc le bâti, c'est un décor. Et après, on peut l'imaginer avec des utopies, ok. Mais ce n'est pas ça le sujet fondamental. C'est ce que vous venez de dire. Comment on va y vivre et comment on vit avec ce qu'il y a autour. Et contrairement à ce que pensent les gens, je le dis devant vos téléspectateurs, contrairement à ce que pensent les gens par rapport aux services publics, on met beaucoup moins d'argent compte tenu des problèmes de ces habitants, avec des tas d'ethnies qui cohabitent, avec des problèmes de retard scolaire qui sont considérables. On met moins d'argent, on a mis moins d'argent à Chanteloup-les-Vignes que dans la majorité du département des Yvelines. Marion Donc voilà, il faut bien comprendre tout ça. C'est la politique de reconstruction humaine, moi je n'appelle pas ça social, je pense que c'est plus large, et de cohésion sociale qui n'a pas été au même rythme que la politique de rénovation urbaine. Marion Valère. Oui, une utopie urbaine, elle ne peut pas fonctionner si le quartier n'est pas relié à l'extérieur. Et là, il y avait un problème clairement de lien entre tous ces quartiers et l'accès à d'autres villes, l'accès à l'extérieur. Une utopie urbaine, elle ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas suffisamment d'emplois, s'il n'y a pas de sécurité. Et donc, en fait, quand on voit effectivement cet urbanisme de dalle, en soi, ça pourrait fonctionner, mais ça pourrait fonctionner si il y avait plus de vivre ensemble, plus de sécurité. Là, les conditions ne sont pas réunies pour que l'architecture suffise. Et je voudrais que vous gardiez la parole parce qu'on a eu la question d'un téléspectateur, vous savez, qui prennent un peu la parole aussi maintenant dans cette émission, Harry de Lyon, qui nous dit « Ne faut-il pas assumer aujourd'hui une rupture allant jusqu'à la démolition, reconstruction pour transformer ces espaces en quartiers pleinement habitables, dotés de commerces, d'espaces verts et de centralité réelle ?» Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui alors ? Alors, ce n'est pas mon avis. Je pense que la démolition, c'est une solution miracle qui n'en est pas une. D'accord. Aujourd'hui, il faut réparer, il faut rénover avant tout. Mais est-ce que ce n'est pas toujours le cas ? Pardon, la Grande Borne est encore en travaux aujourd'hui ? Quand on démolit, il ne faut pas négliger le coût environnemental et le coût social. Imaginez quand vous avez vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans dans un bâtiment, qu'il est démoli du jour au lendemain. C'est aussi une violence qui est faite envers les habitants. Oui, parce qu'il y a cet attachement quand même donc, des habitants à leur moi, quartier. je me méfie beaucoup de cette solution miracle démolition. Parfois, il faut enlever certains bouts s'il faut créer du passage ou ce genre de choses. Mais c'est précisément ce qui se passe à la Grande Borne aujourd'hui à Grigny. Attention aux démolitions. On l'a fait. Démolitions, le plan Borloo 2003, c'était ça. On a fait de la démolition en construction. Donc l'essentiel de ce qu'on devait faire par rapport à l'habitat des années 70, on l'a fait. Aujourd'hui, c'est plus ce sujet-là qu'il faut prendre. D'accord. Et puis, pardon, pour bien connaître par exemple les Minguettes Vénissieux, l'ANRU a été centrale, le quartier a été transformé, le tramway est arrivé, des bars ont explosé.
je vous invite juste à regarder sur le site de l'INA ce que ça représente l'explosion d'une barre pour les habitants. Je l'ai vécu il y a encore 1 an à peu près à cette période à Charenton. Humainement, c'est un carnage. Oui, il pleure. C'est quelque chose en fait qui est dramatique et il faut le vivre en fait auprès d'eux pour se rendre compte, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autre chose que de pleurer avec eux, parce que ce sont des souvenirs. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire de se voir renvoyer par l'institution que votre mémoire n'est que gravat, qu'elle ne mérite rien? Elle n'est conservée nulle part. Il n'y a absolument rien qui n'a de valeur finalement aux yeux de l'institution, puisque tout ça explose. Et c'est ça la symbolique qu'il faut avoir derrière, premièrement. Deuxièmement, si je reviens aux Minguettes, le quartier a été absolument transformé. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours 50% de chômage chez les moins de 25 ans. Donc, à un moment, vous aurez beau rénover le bâti, vous aurez beau éclater, vous aurez beau essayer de mettre des commerces, vous aurez beau faire venir le tramway, mettre des espaces verts, la question... c'est vraiment le droit commun dont vous parliez tout à l'heure. Comment on vit ? Les équipements, le scolaire. Le documentaire, en fait, ne revient pas assez sur cette question centrale. Le rapport aussi au champ des possibles ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'orientation? Ce que ne dit pas le maire de Grigny, c'est qu'il n'y a pas de lycée, en fait, à Grigny. Les gamins prennent via le bus, le 402, qui était quand même à l'époque appelé le bus des barbares. C'était Grigny Zoo qui débarquait, au lycée général Corot, qui est à Savigny-sur-Orge, où moi j'ai fait ma scolarité. Et la plupart des gamins, la majorité des gamins qui arrivent en seconde, ont tellement une rupture à l'arrivée qu'ils ne finissent même pas l'année. C'est-à-dire que c'est ça la réalité. Ils ont tellement été enclavés avant, enclavés, et puis surtout, non, c'est le stigmate. C'est-à-dire que quand vous avez les gamins de ce bus qui arrivent de Grigny, on les appelle les sauvages. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui n'arrivent pas à s'intégrer, c'est qu'on ne veut pas d'eux. Donc la puissance du stigmate est telle qu'il faut quand même se rendre compte qu'on n'a pas les mêmes chances quand on grandit dans ces espaces-là, et qu'il ne suffira pas en fait d'exploser, de mettre des commerces. C'est comment vous ouvrez le champ des possibles, comment vous donnez non pas les mêmes chances, parce que l'égalité des chances, on en a soupé de cette expression, mais bien l'égalité des droits. Alors, il y a la question du bâti, puis il y a ce qu'on a appelé les politiques de peuplement. Un des protagonistes du documentaire l'affirme, la répartition des logements s'est faite évidemment selon les niveaux de revenus, mais aussi selon les origines ethniques des habitants potentiels. À titre personnel, j'ai été un peu surprise d'entendre cet extrait et cette prise de parole. Je voudrais qu'on la réécoute et que vous me donniez votre avis juste après. On a placé les gens ici selon leurs conditions sociales et aussi par rapport à leur origine ethnique. À l'époque, lorsque tu étais au square, il y avait majoritairement des Tunisiens et des Portugais. Ici, majoritairement, des Antillais, en tout cas dans les années 90. C'est pour ça que lorsque j'entends des hommes et des femmes politiques parler de communautarisme, je dirais juste que si communautarisme il y a, c'est vous qui l'avez créé et vous continuez à l'entretenir. On reviendra sur le lien qu'il fait avec le communautarisme, mais d'abord cette politique de peuplement, c'est vrai ce qu'il dit, Marc-Philippe Daubresse. On a en amont décidé de répartir les gens en fonction de leur ethnie dans ces 10 grands secondes ensembles. pour conforter ce que vous venez de dire. La politique de peuplement, elle est centrale. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme toujours en France, on a une vision bureaucratique des choses. Les commissions d'attribution de logement, c'est pas le maire qui est central, contrairement à ce que pensaient certaines personnes. C'est pas le maire qui dit « j'ai un copain, je vais le mettre dans tel... » Ce sont des commissions... C'est des commissions d'attribution de logement où le représentant de la direction de cohésion sociale chez le préfet, il vient donner son avis et ils ont des contingents prioritaires, ou le bailleur social vient donner son avis. Et évidemment, tous ces gens-là regardent, ils ont plusieurs... Alors, il y a des listes prioritaires. Par exemple, des personnes handicapées qui ont une allocation handicapée, elles vont être prioritaires par rapport à d'autres, ce qui est tout à fait normal. Mais derrière, le bailleur social, il veut aussi de la tranquillité dans ces bâtiments. Donc, quand il regarde deux postulants possibles, il y a eu, de manière diffuse, il y a eu, ce n'était pas une consigne, mais il y a eu un certain nombre de ségrégations ethniques et raciales. Moi, j'ai fait en 2005 la charte de non-discrimination dans l'accès au logement. À l'époque, c'était beaucoup le parc privé qui était concerné. Mais dans les commissions d'attribution où on est typiquement sur du logement social, il y a bien eu cette répartition. Il n'y a pas une répartition, il n'y a pas une répartition programmée, c'est ça que je veux vous dire. Il y a eu une ambiance, notamment de certains bailleurs sociaux, pas tous, qui disaient on veut de la tranquillité, il ne faut pas qu'on amène trop de cas sociaux, de cas à problème, sans savoir qui ils étaient. Bon. Et après, on a eu la suraugmentation de l'immigration qui a explosé, qui fait que, je vous dis, Chanteloup, on part de 20 ethnies, on est à 80 aujourd'hui. Donc
Forcément, la cohabiter avec des cultures. La culture africaine n'est pas du tout la même que la culture dans le Maghreb, etc. Et donc on a préféré pour ménager... Il y a certains bailleurs qui, effectivement, ça n'a pas été le cas partout, parce qu'en fait, c'est aussi lié... Ce que je veux dire, c'était pas une politique. C'était pas une politique. C'est pas institutionnel. Non, c'était pas institutionnel. En revanche, par des logiques un peu de biais, je pense, on se disait peut-être qu'il est plus facile de mettre tous ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne sur un bâtiment, comme ça il n'y aura pas de problème de voisinage. Presque par bienveillance, vous voulez dire, à la limite, pour qu'ils se retrouvent aussi. Mais parce que le vivre ensemble ne se décrète pas. C'est là-dessus, voilà. Alors, c'était des biais, évidemment, c'était des biais. Parce que finalement, à partir du moment où on fait ensemble, on vit ensemble. Et moi, je viens d'un quartier où, pour le coup, on était avec des immigrés de l'intérieur. Donc, moi, j'ai grandi avec des Normands, des Bretons, des Auvergnats, des Vosgiens. Et c'est aussi lié au bassin d'emploi, disons-le clairement. Il y a des bassins d'emploi, que ce soit l'automobile, que ce soit les mines, qui avaient clairement des filières. Donc, on allait chercher dans des villages au Maroc, dans des villages en Afrique subsaharienne, au Mali, au Sénégal. Et donc, vous vous retrouviez avec des HLM, des parcs HLM qui étaient presque monolithiques, en fait, en termes de trajectoire migratoire, mais qui étaient finalement plus liés aux demandes de l'industrie et du parc d'emploi alentour que d'une volonté réelle en fait du bailleur que d'avoir une unité voilà. Derrière ce qu'il faut voir aussi, du pragmatisme aussi. C'est ça. Derrière ce qu'il faut voir, c'est que la paupérisation qui est liée à d'une part le départ des Français blancs, je vais les appeler blancs, enfin je ne sais pas comment le dire autrement, à partir des années 70-80, a conduit à ce que malheureusement ces parcs HLM qui étaient auparavant, qui logeaient la France telle qu'elle était et qui logeait toute la France, c'est-à-dire y compris les classes moyennes. L'accès à la propriété a aussi conduit à ceux qui pouvaient se permettre, et on le voit un peu dans le film, ceux qui ont pu partir, en fait, ils sont partis. Dès que ça a été possible, ils l'ont fait. Et donc, ce sont devenus des sas. Vous disiez, Monsieur Daubresse, à l'instant... C'est là que le communautarisme commence. Parce que mais en fait, dit, le protagoniste dit, ça a créé du communautarisme. Mais non, ça n'a pas créé du communautarisme. Là, c'est du communautarisme. C'est les pauvres qui vivent ensemble. Le communautarisme, il commence par le haut. Le communautarisme, il est dans le 16e avec des gens qui choisissent de vivre entre eux et de ne pas se mélanger. Quand on vit dans ces HLM-là, on ne fait pas le choix de vivre là. On n'a pas d'autre choix que d'être là. On n'a pas c'est financier, c'est un choix financier. En fait, c'est pas un choix, on subit c'est-à-dire qu'en fait, moyens, on est assigné à résidence. Donc, on apprend à vivre ensemble. Ceux qui ont l'opportunité, et moi je l'ai vu dans ma cité d'enfance, et c'est ce que je raconte dans mon livre, l'arrivée du trafic de drogue et le tsunami que ça a été, ont fait que tous ceux qui ont eu l'opportunité et les moyens de partir, blancs et pas blancs d'ailleurs, sont partis. Donc ceux qui arrivent, ce sont qui ? Ce sont finalement les plus pauvres, et c'est en ça que les quartiers populaires sont des sas d'arrivée. Et donc, ce sont les primo-arrivants qui sont aujourd'hui essentiellement des gens issus de l'Afrique subsaharienne et du sous-continent indien. Donc, est-ce qu'on peut taxer de communautarisme ces gens ? Non, ils arrivent et il faut vraiment comprendre que ces quartiers sont d'abord des sas et il faut les prendre tels qu'ils sont. Marion Valeur, là, c'est peut-être à la philosophe que je fais appel sur cette question, plus qu'à l'urbaniste. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il ne reste que les personnes qui n'ont pas le choix. Et la question, c'est comment est-ce qu'on recrée de la mixité et une envie d'être à cet endroit, et comment est-ce qu'on évite aussi les marchands de sommeil qu'on voit également dans le reportage. C'est-à-dire que c'est à la fois dans le parc social et dans le parc privé, dans les copropriétés dégradées, qu'il ne reste que les personnes qui n'ont pas pu partir ou qui se sont fait arnaquer. Ou qui sont sous l'emprise d'un marchand de sommeil. Donc c'est vraiment terrible. Et à ce titre, c'est important aussi qu'il y ait des nouveaux quartiers pour faire le lien. C'est ce qui est fait par le maire, on le voit à la fin du reportage. C'est-à-dire qu'on fait les choses différemment aujourd'hui quand même. On est fort de cette expérience-là et on a tiré des leçons, des enseignements. Je l'espère. On doit faire différemment. Et l'ANRU, donc l'Agence nationale de la rénovation urbaine, aujourd'hui doit faire différemment, forte de toute cette expérience. Et avec les bailleurs sociaux, dans les choix, avec ceux qui interviennent sur les logements privés, on doit se dire comment est-ce qu'on évite de répéter toutes ces erreurs pour que, effectivement, ça ne soit pas juste un lieu pour ceux qui n'ont que cet endroit où aller. Avec des problèmes majeurs, on l'a dit. Vous savez, si vous relisez Alfred de Musset, Les Confessions d'un enfant du siècle, vous avez « Ce qui était n'est plus, ce qui sera n'est pas encore, voilà la cause de tous nos tourments. » Nous réveillons le matin sans savoir si nous allions terminer le soir esclaves ou citoyens. Et nous étions là comme des embryons. En fait, vous avez tout ce qui se passe avec cette agitation architecturale et beaucoup d'argent qui a été mis, accéléré par le plan Borloo. Et puis derrière, l'effondrement d'un pan de vie. Et derrière, ce qui sera n'est pas encore
Et la vie, ce n'est pas que de l'architecture, des espaces, c'est du partage, de l'échange, de la construction, des espérances, etc. Et ça se bâtit avec toute une série de politiques qui doivent être conjuguées ensemble et pilotées ensemble dans une France de plus en plus bureaucratique et centralisée, planificatrice. C'est un premier problème. Et avec une immigration massive qui arrive parce qu'on n'arrive pas à la réguler. Tout ça crée un contexte explosif. Oui, mais Marc-Philippe Daubresse, le problème, c'est que qui pilote l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, en fait, elle ne s'intéresse essentiellement qu'au bâti. Et c'est bien ça le sujet, c'est qui est le pilote dans l'avion à l'heure où Emmanuel Macron a tué la politique de la ville. Je peux faire un amendement. Bien oui, sûr. Elle s'intéresse plus qu'à ça à partir d'une certaine date. Oui. Mais je peux vous dire que 2003, loi Borloo sur la politique Bien de la sûr. ville. 2004, 5, 6, 7, le plan Borloo qui se déploie. On était en plein. Quand on allait dans les quartiers, on parlait de la vie, etc. On créait les pépites pour l'emploi. Donc il y a une dynamique qui a été cassée. On crée, ça s'appelait égalité d'échange, je suis d'accord avec vous, ça doit plutôt s'appeler autrement, mais je veux dire, il faut redonner des droits à toutes ces personnes qui n'en avaient plus, il faut leur donner une espérance. Le problème de l'échec scolaire, chez moi, c'est l'endroit du Nord-Pas-de-Calais où il y a le plus de paupérisation et d'échecs scolaires, c'est la grande paroisse à Lens. Et on a des grands ensembles partout. Et quelque part, on condamne ces gens avant d'avoir démarré à être en échec scolaire. Donc, il faut rebâtir toute cette politique. Et aujourd'hui, sauf à faire une révolution que nous prônons, Jean-Louis Borloo et moi, sur la République des proximités, vous êtes obligés de repartir de la base. Et c'est l'appel de Grigny. Pourquoi tous les maires, pour 2017, tous les maires du Parti communiste jusqu'à des maires d'hiver droite, etc., disent tous la même chose en disant on ne peut pas continuer comme ça. Et Emmanuel Macron, moi je lui en veux, je le dis, Emmanuel Macron, il renvoie Borloo. On a travaillé avec tous les ministres de la ville, Tapie, Bartolone, Maurice Leroy, moi-même, etc. On a bossé sur 18 politiques qu'on pouvait insuffler ensemble avec un pilotage et une évaluation. Parce que Borloo, contrairement à ce que pensent certains, c'est quelqu'un de très rigoureux dans l'évaluation. Et donc, on redynamisait la reconstruction humaine. Et M. Macron dit, hop, dégage. Terminé, poubelle. Je suis désolé, là, il y a une grande responsabilité, une grande culpabilité, parce que depuis 2017, on a non seulement enterré les crédits de la politique de la ville pour une bonne part, et d'autre part, on a enterré surtout la dynamique et l'espérance. Et c'est ça qu'il faut reconstruire, et ça ne peut repartir que de la base. En 2023, juste avant l'annonce d'un autre plan banlieue, celui d'Elisabeth Borne, deux médias, France Culture et BFM TV, affirmaient que près de 100 milliards d'euros avaient été investis dans les banlieues depuis 1977. Au-delà des crédits directs débloqués pour la politique de la ville, il y avait les mesures fiscales à destination des PME, petits commerces des quartiers exonérés de cotisations, il y a eu l'enveloppe de solidarité urbaine, le fameux programme de rénovation urbaine, 100 milliards d'euros investis en 50 ans pour un résultat qui est celui que nous décrivons aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le programme logement et architectural, c'est 43 milliards, Cour des comptes, parce que moi j'étais en charge, donc j'ai vérifié. Mais voyez la question sous-jacente, ça veut dire qu'on a beau injecter des milliards... Toutes les autres politiques sont des politiques, quand vous regardez bien, par exemple les politiques d'exonération fiscale, vous avez des zones franches urbaines. Elles ne sont pas que dans les quartiers prioritaires, les zones franches urbaines, etc. etc. Ce sont des politiques qui ont existé ailleurs. Le problème, c'est le côté stalinien de ces politiques. Le côté planificateur dirigiste avec des grands esprits qui connaissent tout sur tout dans les ministères et qui vous expliquent comment il faut faire, alors que... Les petits hommes gris, comme les appelle Jean-Louis Borloo. C'est les petits hommes gris. Alors que... Moi, je suis un militant pour la révolution des républiques des proximités. Mais quelque part... vous aviez vraiment... Les maires ont beaucoup... Ils ont fait, après le plan Borne, ils ont fait ce qu'on appelle le Conseil national des solutions. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus dans « redonnez-nous des moyens et de l'argent », parce que c'était un cri d'alarme, le premier cri, Grigny. Mais la deuxième phase, ça a été... Maintenant, on vous dit quelles solutions on peut apporter. Mais quelque part, aidez-nous à booster cette dynamique. Or, ça n'est pas fait. Et là, l'État est coupable. Mais ces 100 milliards, alors faut déjà... Tous les quartiers prioritaires ne sont pas les banlieues, les grands ensembles. Vous avez des centres-villes à Guéret qui sont des quartiers prioritaires, des centres-villes dégradés avec des populations paupérisées. Ce ne sont pas que des gens issus de l'immigration. Enfin déjà, il faut sortir de ce mythe, premièrement. Deuxièmement, on parle d'un chiffre qui est pluriannuel. Vous évoquiez les zones franches urbaines. 100 milliards, qu'est-ce que ça représente quand il s'agit de compenser ce que le droit commun ne permet pas ?
C'est-à-dire que ce sont des quartiers, et ça les rapports sénatoriaux de l'Assemblée nationale le disent depuis des années, les rapports de la Cour des comptes, vous avez moins d'équipements, moins de justice, moins de santé, moins d'écoles. C'est de facto, vous partez de plus loin avec des populations qui ont plus de besoins. En gros, c'est moitié-moins Ouais. par rapport à la moyenne française. Parce qu'on entend cette critique. Bien sûr, mais ça, des milliards, on en a injecté. Mais la Cour des comptes est la première d'ailleurs à critiquer la politique de la ville. Mais moi, je serais la première à dire, mais en fait, vivement qu'on n'ait plus besoin de politique de la ville. Est-ce que ça voudra dire qu'on aura réussi à accéder au droit commun ? La politique de la ville, quand elle est créée il y a plus de 40 ans, c'est parce qu'il faut compenser ce manque de droit commun. Mais on a dit en début d'émission que c'était pas qu'une question d'architecture, de bâti, d'urbanisme. Mais c'est on dit que c'est pas qu'une question d'argent non plus. Alors, c'est quoi la solution ? Déjà, ça doit être une priorité de l'action publique, une priorité politique. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. En tout cas, ce n'est pas le ressenti des maires, ce n'est pas le ressenti de toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur. Et ça, je crois que c'est extrêmement grave. Donc là, pour les priorités politiques, au sens de volonté politique, pas d'argent. Il faut que ce sujet de politique de la ville, d'investissement dans les quartiers prioritaires, il soit au cœur de l'action publique. Et c'est extrêmement complexe. On le voit dans nos échanges. Ça demande une coordination entre, d'une part, des architectes, d'autre part, des acteurs de l'éducation, de l'associatif, de la sécurité, etc. Il faut que vraiment tous les ministères se parlent, etc. Donc ça demande une impulsion politique extrêmement forte. Et aujourd'hui, elle n'est pas là, elle n'est plus là. Donc c'est extrêmement important. Et ensuite, ça demande, oui, d'être inventif sur comment est-ce qu'on fait de l'action publique. Et effectivement, avant tout, de se poser chaque jour la question de est-ce que le droit commun, est-ce que ces habitantes et ces habitants ont les mêmes droits et le même accès aux services publics ? Et dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Donc c'est ça qu'on doit, c'est ça aussi le devoir de réparation de l'État. Ah mais c'est intéressant que vous parliez de habitants. réparation, parce qu'il y a un des protagonistes du film qui conclut le film en disant qu'il y a un devoir de réparation de la part de l'État vis-à-vis de ces quartiers. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Il faut une réparation, et de quel ordre ? Il faut déjà faire en sorte de réparer dans l'accès aux droits. À partir du moment où vous avez une partie de la population française qui est reléguée et qui n'a pas accès en fait à l'intégralité des droits et donc c'est finalement. Donc on répare comment ? En réinjectant du service public ? Non mais voilà, mais ce sont des citoyens de seconde zone. Mais je serais tentée de vous dire que c'est au même titre que ce qu'on a pu entendre avec les Gilets jaunes à partir de 2018 sur les ronds-points. C'est-à-dire que ce sont les mêmes Français. Si on sort de la vision ethnicisée en fait de cette question, ce sont des Français qui demandent de la dignité, qui sont pauvres, qui n'ont pas d'accès aux services publics ou qui ont un accès dégradé aux services publics. Donc cette demande de réparation, c'est juste le droit basique du citoyen qui se dit « je voudrais que mes enfants puissent prétendre en fait à une ascension sociale quelle qu'elle soit », alors qu'aujourd'hui, le champ des possibles ouverts démontre justement qu'on est dans une forme de déclin pour ma famille, pour mes proches, pour mes enfants. Je remarque qu'on parle beaucoup de droits, vous parlez tous beaucoup de droits et de la responsabilité individuelle, responsabilité collective de ces mêmes populations. Alors ces populations, en fait, elles sont extrêmement responsables parce que, souvenez-vous de la période Covid, ceux qu'on applaudissait tous les soirs en se disant ceux qui sont en première ligne, s'il n'y a pas ces gens de quartier populaire qui viennent nettoyer nos rues, qui sont dans les hôpitaux, qui sont voilà, mais ce ne sont pas d'ailleurs que des gens qui voilà, ce sont aussi des gens diplômés que on retrouve parfois qui sont des médecins, qui sont des ingénieurs. Donc cette question, en fait, elle est centrale parce que ce sont aussi des territoires dynamiques qui, en termes de cotisation sociale, cotisent énormément, coûtent bien moins cher. Et donc, à un moment, c'est aussi le devoir de la République de réparer et de donner à sa juste valeur les mêmes, aux citoyens, qu'on n'est pas de citoyens de seconde zone. Quand on chante tous les vignes, cette cicatrice qui arrive au nord de la ville. Bon. C'est parce que Simca Pontoise embauche en masse. Et je vous dis, à l'époque, il y a 20 ethnies qui arrivent, et on est content d'avoir une immigration qui vient contribuer à la production automobile. Et quand ça dégage que l'emploi dégringole, et que derrière la deuxième génération, il n'y a plus que le chômage, et que le père, le matin, il ne se lève pas parce qu'il est au chômage, vous avez un cercle vicieux qui se crée. Et le deuxième sujet, c'est que communautarisme, séparatisme, oui, qui existe désormais dans ces quartiers, la principale cause, c'est le tsunami de la drogue qui arrive. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent d'ailleurs en se disant on va mettre la main sur ces quartiers,
et c'est une minorité, et puis la violence qu'on connaît, Marseille-Nord, etc., mais c'est une minorité qui fait ça, et qui quelque part se dit, on va pouvoir, ils sont plus vulnérables ces quartiers que d'autres. Donc, quelque part, vous enlevez l'espérance des deux côtés, vous voyez. Et la seule manière, c'est de retirer le tout vers le haut en montrant une possibilité d'ascenseur social qui n'existe plus de fait. Sauf que moi, Monsieur Daubresse, si vous me permettez, le séparatisme, moi, dont j'aimerais bien parler, c'est celui de la République. Parce que pour l'avoir vécu... Oui, mais il est dans les deux sens. Hein. Non, mais, et ça, c'est absolument dramatique. Moi, ce dont j'ai bénéficié dans mon quartier populaire de l'Essonne, parce que moi, j'ai grandi à 10 minutes de Grigny, moi, c'est la République qui s'est barrée. Quand j'entends le président de la République parler de séparatisme, etc., moi, ça me met dans une colère noire, parce que ce dont j'ai bénéficié dans les années 80, les structures d'éducation populaire, les petits locaux en bas d'immeubles, les fédérations les sportives, tout ceci est mort. Les associations sont étouffées. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le maire. Moi, dans ma commune, j'ai dû recréer ça sans l'aide de l'État. Un dernier mot pour conclure, Marion Valère? Oui, on a besoin des associations, on a besoin de sport, on le voit dans le reportage aussi, on a besoin de culture, on a besoin d'investir. Tout ça, ça demande de l'investissement public, ça ne se fait pas tout seul, on a besoin d'écoles pour recréer des liens et redonner des droits et des chances pour que ces citoyens puissent juste se dire qu'ils ont les mêmes droits, les mêmes chances que d'autres personnes qui ne sont pas dans ces quartiers dits prioritaires. C'est ça aujourd'hui qui est essentiel et c'est ça que la République leur doit. Et c'est J'allais dire on s'arrête là-dessus, mais non. Mais c'est absolument central aussi de dire que ce n'est pas juste une question de quartier prioritaire. Aujourd'hui, dans les zones rurales, dans les zones périphériques, et les Gilets jaunes l'ont montré, ce sont les mêmes enjeux partout, c'est une question sociale. Il y a un autre rappeur, Malik, qui a dit, dans un de ses raps, « Est-ce que la République peut me dire qu'elle m'aime ?» Je trouve que ce serait pas mal. Alors, on s'arrête sur cette phrase. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Émission à retrouver en replay et documentaire, évidemment, en replay sur notre plateforme publicsena.fr. À très vite. Merci beaucoup.